Bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 1er novembre, commençons. Le 26 octobre, on apprend qu'un prince saoudien a été arrêté au Liban dans la plus grosse saisie de drogue jamais effectuée à l'aéroport du Beyrouth. Les services de sécurité de l'aéroport ont arrêté le prince Abdelmoussanib Walid Ibn Abdelaziz alors qu'il tentait avec 4 autres personnes d'embarquer pour Riyad dans un avion privé près de 2 tonnes de pilules de Captagon, une drogue à base d'amphétamine et une quantité de cocaïne rangée dans des caisses. D'après l'agence officielle libanaise ANI, les pilules étaient rangées dans 40 valises et la destination de l'avion était Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Les 5 hommes se trouvent toujours à l'aéroport et sont interrogés par la douane. D'après cette dernière, il s'agit de la plus importante saisie à l'aéroport international du Beyrouth. En avril 2014, 15 millions de pilules de Captagon avaient été saisies dans le port de la capitale libanaise, cachées dans des conteneurs de maïs. Le 27 octobre, des frappes aériennes saoudiennes dirigées par la coalition ont frappé un hôpital yéménite dirigé par Médecins sans frontières, une ONG d'aide humanitaire internationale. Selon l'agence de presse yéménite Saba News, la cible était l'hôpital aidant. Plusieurs personnes ont été blessées dans les frappes aériennes. Le raid aérien a eu pour conséquence la destruction de tous les bâtiments de l'hôpital avec tout ce qui se trouvait à l'intérieur, notamment les réserves de médicaments et les équipements médicaux. Plusieurs personnes ont été blessées, sans que leur vie ne soit en danger, a déclaré le directeur de l'hôpital aidant, Dr Ali Mugli. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a lancé sa campagne anti-Houthi en mars 2015, réponse au mouvement Houthi Ansar Allah qui avait capturé de vastes territoires du Yémen, y compris Sanaa la capitale, et la deuxième ville du pays, Aden. Le 28 octobre, c'est une excellente nouvelle que nous apprenons. Depuis le début des frappes russes, 800 000 réfugiés ont regagné la Syrie. Des centaines de milliers de réfugiés ont regagné la Syrie depuis le début de l'opération aérienne russe dans ce pays, a annoncé le grand mufti de Syrie, Ahmad Badruddin Hassoun, lors d'une rencontre avec une délégation parlementaire russe qui s'est rendue vendredi à Damas. Après avoir remercié la Russie pour son aide dans la lutte contre les terroristes, le grand mufti a fait savoir que plus de 800 000 réfugiés ont regagné la Syrie depuis le début des raids russes contre les positions de l'État islamique, a déclaré le député de la Douma Sergueï Gavrilov. Selon le service de presse du parlementaire, les membres de la délégation russe ont rencontré Ahmad Badruddin Hassoun le premier jour de leur visite à Damas. L'entretien a porté sur la coopération entre les communautés religieuses russes et syriennes, sur l'aide humanitaire et la lutte contre l'extrémisme. Parmi les sujets évoqués, Sergueï Gavrilov a cité la possibilité de vacances pour des enfants orphelins syriens en Russie. Il a rappelé qu'en 2014, près de 100 pupilles des orphelines orthodoxes de Syrie et élèves des internats réservés aux enfants des militaires tués au front avaient passé 2 semaines dans une colonie de vacances non loin de Moscou. Le grand mufti a appelé la Syrie et la Russie en tant que pays multiconfessionnel à se soutenir mutuellement, a indiqué le député, ajoutant que la Syrie était un État laïque. Bien que l'appartenance religieuse ne joue aucun rôle lors de la formation du gouvernement, le président Bachar el-Assad n'exclut pas que le poste de Premier ministre puisse être confié à un chrétien, a déclaré Sergueï Gavrilov. Cette fois-ci, c'est une mauvaise nouvelle que nous apprenons. Les renseignements russes nous annoncent que les combattants de l'EI sont rassemblés pour une invasion massive de l'Asie centrale. Un grand nombre de combattants islamistes se sont rassemblés au nord de la frontière afghane et se préparent à entrer dans les États voisins, ont révélé des agents des services de renseignement russes. L'espion moscovite en chef, Alexander Bortnikov, a mis en garde les talibans des combattants, dont beaucoup ont prêté allégeance à l'État islamique, qu'ils sont lourdement armés et préparés à pénétrer la frontière poreuse. S'adressant à un congrès des services spéciaux des États indépendants du Commonwealth, il a dit, la communauté internationale fait désormais face à un nouveau challenge géopolitique, un groupe criminel international du nom de l'État islamique. Ce projet, qui est la progéniture même du printemps arabe, a obtenu son élan à cause du 2 poids 2 mesures de certains pouvoirs mondiaux et régionaux, en utilisant un proxy terroriste ravageur pour qu'ils atteignent leurs objectifs stratégiques en Asie et en Afrique. Selon nos propres estimations, les citoyens de plus de 100 pays différents se battent actuellement dans les différents rangs de ces structures terroristes variées et les jeunes recrues représentent 40% de leurs forces. L'escalade des tensions en Afghanistan a provoqué de graves dangers. Il y a de nombreux groupes criminels au sein du mouvement taliban au nord de ce pays en ce moment même. Certains d'entre eux ont également commencé à opérer sous les ordres de l'État islamique, ce qui amène à une montée critique du niveau de menace terroriste d'une potentielle invasion de l'Asie centrale. Le groupe de djihadistes haineux pourrait essayer de se frayer un chemin au nord de l'Afghanistan après avoir essuyé plusieurs raids aériens meurtriers de la Russie. L'invasion serait comme un coup bas pour Vladimir Poutine,
car elle emporterait avec elle plusieurs régions de l'ex-URSS, à savoir le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, qui sont toujours en bons termes avec Moscou. Il prendrait ainsi le contrôle des champs d'opium en Afghanistan, qui sont entretenus par les forces occidentales. Une manne qui renforcerait l'État islamique, car le produit une fois transformé en héroïne, serait revendu dans les rues européennes ou américaines. L'État islamique n'a cherché qu'à accroître sa présence en Asie et n'a cessé de recevoir du soutien de plusieurs cellules islamistes indiennes, pakistanaises et malaisiennes. Tôt ce mois-ci, Poutine a dénoncé la situation en Afghanistan comme étant proche du seuil critique et a appelé les nations de l'ex-Union soviétique à se préparer à agir à l'unisson pour contrer une potentielle attaque de l'État islamique. Les fous islamistes ont été usés par les bombardements aériens russes et occidentaux, ce qui a amené plusieurs experts à reconnaître que son économie est en panne et que sa structure de commande est sur le point de disparaître. Les djihadistes ont précédemment annoncé leur intention de conquérir le monde et de soumettre tous les êtres humains à une seule idéologie, la loi de la charia. Le 28 octobre, l'héritage de l'une des plus anciennes banques suisses, la banque Tinger installée à Zurich, Bâle, Genève et New York, a été mise en faillite hier par l'autorité bancaire helvète, provoquant une nouvelle vague de panique dans les milieux financiers mondiaux, sans parler de ces 2000 clients qui ont vu arriver la mort emporter leurs économies avec une faux. Les clients seront remboursés à concurrence de 100 000 francs suisses. S'ils avaient 2 millions de déposés, eh bien il leur reste les yeux pour pleurer et organiser une veillée funèbre. Car personne n'est dupe, même si le régulateur suisse a enveloppé cette faillite avec des mots doux, le risque de surendettement de la banque est trop important et n'a plus assez de fonds propres. De surendettement? Depuis quand une banque suisse est surendettée au point de finir comme la Lehman Brothers? Parce qu'aucune autre banque n'a voulu la racheter, estimant que c'était du suicide pur? La mort de la Tinger veut aussi dire la mort de l'industrie bancaire suisse qui avait inventé l'honnêteté bancaire. Mais ça, c'était avant, lisez bien ce que la Tribune de Genève ose écrire. Quelques clients disposent d'une somme supérieure à 100 000 francs sur leur compte, et il n'est pas certain qu'ils puissent recouvrer l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne le sauront que dans un certain temps. Il n'est pas certain, non plus, que les Suisses retrouvent une quelconque crédibilité bancaire, mais ça les journalistes suisses, qui n'ont rien vu venir, n'osent pas l'écrire. C'est vous dire à quel point les journalistes économiques de la Tribune de Genève sont avant tout un ramassis d'incompétents destinés à servir la soupe au pays des banques. Le 29 octobre, de fortes explosions ont secoué la ville de Svatovo dans la région de Lougansk, dans le sud de l'Ukraine, après qu'une installation de stockage de munitions ait pris feu jeudi soir, provoquant la panique de masse dans la région. Au moins une personne aurait été tuée. Environ 300 mètres carrés d'entrepôt seraient en feu selon un responsable local, ajoutant que plus de 3,5 tonnes de munitions étaient stockées sur le site. Il y aurait pour l'instant une victime, mais il n'y a pas plus d'informations pour le moment. La zone est située dans les territoires contrôlés par Kiev. Les obus qui continuent d'exploser rendent difficile le traitement de l'incendie, affirme Klimenko, ajoutant qu'un centre opérationnel de secours avait été établi. Dans le même temps, le représentant présidentiel de l'Ukraine dans la région du Donbass oriental, Alexandre Motusianik, a déclaré à la chaîne les habitants ne sont pas en danger, et il n'a pas signalé de victimes, disant que personne n'a été blessé. Il a ajouté que les responsables militaires de Kiev travaillent sur les lieux. Le 31 octobre, on apprend que la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique EI a affirmé sur Twitter être responsable du crash de l'avion charter russe qui s'est écrasé dans le Sinaï, à l'est de l'Égypte, faisant 224 morts. Les soldats du califat ont réussi à faire tomber un avion russe dans la province du Sinaï transportant plus de 220 croisés qui ont tous été tués, a affirmé le groupe extrémiste dans un communiqué posté ses comptes habituels tweetés, indiquant avoir agi en représailles à l'intervention russe en Syrie. Un journaliste de Orfi souligne qu'il s'agit d'une revendication officielle et que, jusqu'alors, l'ONU n'a jamais diffusé de fausses revendications. Le nord de la péninsule du Sinaï est, depuis 2 ans, le théâtre d'une insurrection islamiste. Les insurgés du Sinaï ont fait allégeance à Daesh en novembre 2014. Des sources proches des services de sécurité égyptiens ont toutefois précisé, après le crash, que rien n'indiquait que l'avion ait été abattu. Ce journal d'information alternatif touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité.